Bonjour à tous, salam alaikum. Merci d'être présents avec nous à ce webinaire de Jezi. Donc, nous allons patienter encore qu'il y ait le maximum de personnes connectées. En attendant, j'espère que vous nous écoutez. Si tel est le cas, manifestez-vous avec un petit commentaire sur la rubrique chat. Merci. Alors, est-ce que vous nous écoutez bien, vous entendez bien? Donnez un commentaire sur la rubrique chat, s'il vous plaît. Salam alaikum. Hello. Good everything, everybody. Je ne sais pas si j'écoute bien. Oui. Alors, ceux qui viennent d'arriver, donc encore une fois, bonjour. Donc, et merci d'être présents encore une fois à ce webinaire. J'espère que vous nous entendez bien, si tel est le cas. Donc, il vous suffit juste de vous manifester avec un petit commentaire sur la rubrique chat qui est dédiée à ça, justement. Merci. N'hésite. Alors, je pense qu'on peut commencer en ce moment. Alors, encore une fois, bonjour à tous et merci d'être présents parmi nous à ce webinaire. Ce webinaire qui représente d'ailleurs une des activités multiples de la Jezi Academy. La Jezi Academy qui a pour vocation le développement des compétences, du savoir, savoir-faire, savoir-être de ses employés. Et ceci dans l'ère du digital. Ce webinaire qui s'inscrit dans les programmes orientés nouvelles technologies que propose d'ailleurs la Jezi Academy sera animé par M. Amin Saad Beniazid, ici présent, et moi-même, Sofiane Driss, donc tous les deux formateurs coach certifiés chez Jezi. Alors j'espère que l'échange d'aujourd'hui vous sera utile pour votre parcours estudiantin si vous êtes encore étudiant, ou dans le monde professionnel si vous êtes salarié ou autre. Donc, pour cette première, donc, la Jezi Academy a choisi pour vous un thème tendance et d'actualité, à savoir la prise de parole face à un auditoire. Et en effet, cet exercice très redouté par certains, même si je vous dirais que les entreprises d'aujourd'hui exigent de plus en plus de leurs collaborateurs de prendre la parole face à un auditoire. Et par moments, même sans qu'ils ne soient préparés pour. Il devient par conséquent nécessaire, voire impératif, de développer les aptitudes nous permettant de prendre la parole avec aisance face à un auditoire. Et en effet, il n'est pas évident de prendre la parole quand l'essentiel de notre temps se déroule face à un ordinateur, ou bien assis dans un amphithéâtre. Pas facile non plus de supporter le regard des autres braqués vers nous pendant de longues minutes.
Sans oublier bien évidemment le contenu qui doit répondre aux attentes des présents. Les sueurs froides, emballement cardiaque, la gorge nouée, pour ne citer que cela. Prendre la parole face à un auditoire relève du parcours de combattant pour certains. C'est que culturellement, nous percevons la chose comme étant un fardeau, une épreuve, et non un moment de plaisir. Sans doute certains d'entre vous se posent la question: sur quoi je peux agir si je veux fluidifier ma prise de parole face à un auditoire? Bien, la réponse à cette interrogation nous vient des spécialistes de la prise de parole qui ont décomposé sur 4 registres les volets sur lesquels je peux travailler et agir si je veux améliorer mon impact à l'oral. Sur lequel je peux m'investir et travailler pour améliorer mon impact à l'oral, c'est le registre visuel. Donc, par définition, le registre visuel englobe la posture du corps, la gestuelle à adopter, le regard, les expressions faciales, le sourire, la tenue vestimentaire. En somme, le registre visuel englobe tout ce qui est perçu par l'auditoire. Deuxième volet sur lequel je peux travailler et m'investir, c'est le registre vocal. Par définition, le registre vocal englobe tout ce qui est en rapport avec la partie technique de l'intervention. Et la technique dans une intervention, c'est justement la voix et ses différentes composantes, à savoir le débit, l'intonation, l'articulation, le volume et j'en passe. Donc ensemble, le registre verbal englobe tout ce qui est entendu par l'oratoire. Troisième registre sur lequel je peux travailler et m'investir, c'est le registre vocal. Le registre verbal, pardon. Donc le registre verbal, par définition, englobe tout ce qui est en rapport avec la communication, à savoir comment dire les choses, le langage positif, l'écoute active, et j'en passe. Quatrième et dernier registre sur lequel je peux travailler et m'investir, c'est le registre mental. Donc le registre mental englobe tout ce qui est en rapport avec la préparation. Préparation qui, sans doute, relève d'une importance très importante lors d'une intervention. Et souvent, l'étape de préparation vient avant même l'intervention. Et en même temps, le registre mental englobe tout ce qui est en rapport avec la gestion du trac. Le trac présent pratiquement dans toutes nos interventions face à un auditoire, même pour le public professionnel le plus averti. N'est-ce pas, Yadi? Ah ben, tout à fait, Sofiane. D'ailleurs, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Et on peut déjà commencer par le premier registre, qui est le registre visuel. Ce volet englobe tout ce qui est perçu et vu par tous, par tout le monde, à savoir la tenue vestimentaire, le corps, les gestes, l'espace et le regard. Commençons par la tenue vestimentaire. Eh bien, sachez qu'avant d'avoir prononcé votre premier mot, vous avez déjà communiqué un message. Il en va de soi qu'il va falloir choisir votre tenue vestimentaire et qu'elle doit être appropriée à l'événement, n'est-ce pas? Pour cela, je vous conseille d'éviter le style trop négligé. À l'exemple, imaginez qu'une personne se présente à un entretien d'embauche en tenue de sport, n'est-ce pas? Ronaldo Maïlé, Effectivement. Deuxième recommandation, mettez des vêtements légers et choisissez une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Troisième, habillez-vous discrètement, avec discrétion et évitez surtout les couleurs trop voyantes. Et quatrièmement, et surtout, vérifiez votre tenue avant toute entrée en salle, à savoir un bouton
une chemise déboutonnée, une cravate mal faite. Pour le corps de l'orateur ou l'animateur est l'outil visuel avec lequel il fait vivre son discours et rend le message intéressant et convaincant. Qu'est-ce que la posture d'un animateur? L'animateur doit se tenir bien droit et bien sûr sans raideur. Cette position et cette posture lui facilite la respiration. Et vous savez que la respiration est un moyen incontournable pour gérer son trac et son stress. La tête et le menton levés, les pieds pas trop écartés, ni trop collés. Cela lui facilite le déplacement dans la salle d'animation. L'orateur doit se tenir impérativement au milieu de son groupe pour être vu et entendu et écouté par tout le monde. Il ne faut pas qu'il se mette derrière un obstacle comme une table ou un pilier ou autre et qu'il évite au maximum de tourner le dos aux participants, même s'il prend des notes au tableau. Et enfin, lorsqu'il se déplace dans la salle d'animation, il est préférable qu'il circule devant ses participants et non pas derrière eux. Pour les gestes sont la forme de communication non verbale la plus expressive. Elles permettent de clarifier vos paroles et, qui plus est, apaisent la tension que crée la prise de parole en public du moment. Et face à son public, il faut que la gestuelle soit ouverte. À l'échange, les mains ouvertes et levées, ce qui exprime le désir de communiquer. Et surtout, marcher, ne jamais rester statique. Dans la salle, concernant l'espace, l'animateur se déplace à une distance optimale avec son groupe, assez près, pour qu'il soit vu et que le message soit reçu. Et assez loin pour ne pas empiéter les zones d'autonomie de chacun. Pour le regard, en dernier, l'animateur doit être en contact visuel permanent avec ses participants. Cela lui permet d'observer les réactions des participants, à savoir le niveau d'intérêt, les signes d'incompréhension ou fatigue. Aussi, il lui permet de maintenir le niveau de concentration. L'objectif est que tout le monde et chacun se sente concerné. D'ailleurs, en parlant de regard, justement, on préconise qu'il ne doit être ni furtif ni trop insistant. Exactement. Selon les normes, la durée d'un regard lors d'une prise de parole face à un auditoire varie de 1 voire 3 secondes, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Alors, en 2, on a le registre vocal. Ce registre inclut la qualité technique de l'intervention. Je cite, la voix qui joue un rôle essentiel, clair et suffisamment audible pour capter l'attention. En fait, la voix est un assemblage complexe de plusieurs composants, à savoir le timbre, le volume, le débit, l'intonation et l'articulation. Et parmi ces constituants, il faut surtout faire attention au volume et au débit. Pour le volume qui doit être adapté au lieu et au nombre de participants. Plus la salle et l'auditoire est important, plus la voix est importante et forte. Juste qu'il faut faire attention que la voix ne soit ni trop forte ni trop faible. Pour le débit, c'est le rythme. Plus exactement, c'est le nombre de mots à la minute. Les spécialistes conseillent et préconisent entre 150 et 200 mots à la minute. De façon simple, diminuer le débit de la voix, bien articuler et gagner en clarté. Troisième registre sur lequel on peut agir et travailler est le registre verbal. Il englobe tout ce qui est entendu et écouté par les autres. Dans ce registre, il s'agit du langage adopté et l'écoute active, c'est-à-dire l'empathie. Il faut savoir qu'entre ce que dit l'émetteur et ce que écoute le récepteur, et ce que retient surtout le récepteur, il y a au moins 70% de pertes. Les raisons peuvent être
variées. La première contrainte, c'est la langue utilisée. Exemple, un médecin parle en utilisant les termes typiquement médicinaux. Il n'a aucune chance d'obtenir ma compréhension, n'est-ce pas? En deux, vous avez les moments d'inattention, surtout quand le discours est lent et je n'implique pas les participants. En trois, la différence d'interprétation des mots. Chaque être humain parle et perçoit les mots selon son vécu. Exemple, le mot licencié signifie pour un employé qu'on ne veut plus de lui, il est renvoyé. En revanche, pour un étudiant, c'est synonyme d'obtention de son diplôme. Alors, comment faire pour minimiser les pertes du message? Déjà, en amont, il faut connaître son public et adopter le discours en conséquence. En deux, il faut employer des phrases courtes et simples, compréhensibles par tout le monde. En trois, l'explication n'est intéressante sauf si elle est illustrée par des exemples. En quatre, impliquez les participants et dites « vous » et « nous », ce qui signifie l'intérêt et le partage avec l'auditoire. Il faut également choisir les mots positifs. Les mots positifs, d'ailleurs, sachez que les mots sont importants, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils véhiculent comme sens. Par exemple, au lieu de dire d'une personne, en parenthèse, il est stupide, et c'est clair que cette expression est diminutive, péjorative. Dites plutôt que cette personne n'est pas futée ou intelligente, c'est mieux. Et enfin, on va aborder l'empathie ou l'écoute active. Eh bien, l'écoute active n'est pas seulement se taire et laisser parler l'autre. C'est aussi la réactivité aux propos et aux sentiments de l'interlocuteur. Déjà, par définition, l'écoute active est une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement et la reformulation et s'assurer que l'on a compris au mieux le message de son interlocuteur, bien sûr, et de le lui montrer. Et en c'est-à-dire le quatrième registre, je peux le laisser à mon amie Sofiane, qui est le registre mental. Merci Yazid. Donc effectivement, après le registre visuel, vocal et verbal, vient le tour au dernier registre qui est le mental. Donc si vous voulez, le registre mental traite surtout de l'étape de préparation. Et en effet d'ailleurs, la réussite d'une intervention dépend en grande partie d'une bonne préparation. Abraham Lincoln disait, je cite, « Si l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en emploierai 4 heures pour préparer ma hache. » En fait, en parlant de préparation, il existe 2 types de préparation à prendre en considération. Et mentale. Commençons d'abord par la préparation physique. Se préparer physiquement à une intervention revient d'abord à préparer un support d'aide. Donc un résumé, aide-mémoire avec un plan précis et concis, aussi détaillé qu'il le faut. Et d'ailleurs, je cite Nicolas Boileau, homme de lettres français, disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. » Il s'agit par la suite de répéter le plus que possible jusqu'à ce que vous n'ayez plus à lire votre texte. La répétition se fera idéalement dans la salle même d'intervention, avec un groupe d'amis, voire de collègues. Ceci a plusieurs objectifs. D'abord, ça nous permettra de collecter le maximum de commentaires, nous permettant d'ajuster davantage notre intervention. En second lieu, ça nous permettra aussi de nous familiariser avec les lieux de l'intervention, marquer notre territoire. Et en dernier lieu,
Ceci me permettra de coordonner mon discours avec les documents d'illustration à utiliser. Seconde étape dans une préparation physique relève à faire ce qu'on appelle une otoscopie. En d'autres termes, il s'agit de se filmer pour identifier ces lacunes afin de pouvoir les travailler. Et en effet, la lecture des enregistrements est un moyen facile, peu coûteux et très rapide pour repérer rapidement ces lacunes et pouvoir les travailler. Peu coûteux, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est possible de pouvoir se filmer avec un téléphone doté d'une caméra. Le seul inconvénient peut-être de cette méthode est que certains se sentent mal à l'aise devant une caméra. Donc tout cela se reporte à la préparation physique d'une intervention. Mais reste aussi à connaître son public. Connaître son public et se poser la question, s'agit-il d'un public généraliste, spécialiste? Ceci nous permettra d'adapter le contenu du message selon eux. Préparation physique consiste aussi à prévoir et anticiper d'éventuelles questions ou voire objections. Se préparer physiquement revient aussi à minuter ses interventions. Ceci nous permettra de nous surveiller si jamais on reste toujours dans les temps et ne pas déborder. Et en dernier lieu, il est toujours aussi utile de vérifier ses équipements avant toute intervention. Sachez que les contraintes techniques de dernière minute peuvent entraver sérieusement à une prise de parole en public, n'est-ce pas? Alors, donc, restons toujours sur le même registre et continuons avec la préparation mentale. Pour ce qui est de la préparation mentale, deuxième partie, elle consiste surtout en l'utilisation des techniques pour mieux gérer son trac. En fait, vous allez me dire, c'est quoi, à vrai dire, l'origine de ce trac présent pratiquement dans toutes nos interventions? Sachez que ce trac est dû en grande partie, non pas par manque de maîtrise de votre sujet, c'est surtout en rapport avec le fait que vous ne savez pas ce qui va se passer une fois que vous serez en scène. Et en même temps, sachez que la peur d'être jugé, de faire des erreurs, de sombrer dans l'oubli, peut sérieusement compromettre une bonne intervention en public. Chaque comportement non verbal de notre public sera interprété négativement. Et en même temps, les auditeurs seront considérés comme étant un public poseur de questions pièges, voire un public contradicteur. Vous allez me dire d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs pour éliminer ce trac? Première étape, c'est de justement libérer vos gestes pour éliminer le trac. À chaque fois que vous sentez les symptômes du trac monter en vous, bougez vos mains, bougez vos bras, déplacez-vous dans la salle. Sachez que le stress s'alimente en phase d'inertie. Et de plus, en phase d'immobilité, les symptômes du stress deviendront apparents. Exemple, les mains qui tremblent. Deuxième technique pour mieux gérer le stress dans une intervention en public, c'est de respirer profondément et pratiquer ce qu'on appelle communément la respiration ventrale, voire abdominale. Et en effet, les exercices de respiration peuvent être pratiqués avant ou pendant même l'intervention d'ailleurs. La respiration permet de ventiler le corps et oxygéner les muscles du cerveau. Une bonne respiration est une garantie à elle seule d'une plus grande sérénité et d'une intervention réussite. Je vous remercie. On laissera place maintenant à vos claviers pour la séance des questions-réponses. Donc, pour toute question, je vous inviterai à vous diriger sur la rubrique questions présente sur votre interface.
Alors, donc, idéalement, posez vos questions, non pas sur la rubrique chat, mais la rubrique questions. Alors, une intervention de M. Heyman. Je crois que l'origine du trac est essentiellement liée à votre maîtrise du sujet. Bon, ça peut être le cas, mais on vient de le dire, il ne suffit pas de bien maîtriser votre sujet. Les imprévus, ou alors le fait d'avoir peur d'être jugé, ou voir le public comme étant contradicteur, peut être sérieusement une source de stress supplémentaire. Tout à fait. Alors, Lila pose une question. Comment bien parler en public quand on connaît personne? Alors, excellente question de Lila. Est-ce que vous êtes obligé de bien connaître votre public pour bien parler? Je ne pense pas. En fait, si vous trouvez du mal à parler en public face à des inconnus, dites-vous bien qu'il s'agit d'un groupe de collègues ou d'amis et puis lancez-vous, Leïla. Alors, autre question, pourquoi ce trac revient de plus en plus? Dès que ou des ressources en ligne partagées, merci. Alors, pour la question, avez-vous des ressources ou supports en ligne à partager avec vous? Nous allons voir la possibilité de partager avec vous le support avec notre fournisseur de solutions. On le fera avec interrogation. Question. On est sur question. Alors, en cas de perte de contrôle sur le public, comment peut-on regagner le terrain ou continuer la présentation? Eh bien, excellente question de Najib. En fait, ce qu'il y a, c'est quand on perd le contrôle lors d'une intervention au public, il faudrait laisser faire parler ses sentiments et ne jamais oublier que vous n'êtes pas le seul dans cette intervention. Je vous cite des exemples. Parlez sincèrement. Dites-leur que j'ai perdu le fil. Pouvez-vous m'aider? Jouez sur l'humour. Racontez une blague. Faites impliquer votre auditoire. Dites-leur par exemple, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, qu'est-ce que vous aurez fait? Ce dont vous permettra de retrouver votre fil conducteur et pouvoir enchaîner, n'est-ce pas, Yazid? Ah, tout à fait. Il y a une question que je pense que c'est une question pertinente. De un, je remercie, non, pas celle-là. Comment, bonjour, c'est la question de Dounia. Bonjour, comment peut-on éviter le stress pour la première présentation, ou à la première présentation au public? Alors, la première fois. Alors, on répondra à Dounia que n'ayez pas vraiment peur du stress. Le stress est présent pratiquement dans toute intervention face à un auditoire, même pour les professionnels les plus aguerris. Ben, retenez juste une chose, Dounia. Essayez de chercher ce qui vous rend le plus dans cette situation de stress. Si le fait de regarder un auditoire en face vous met en situation stressante, eh bien, pratiquez le conseil de Yazid. Faites semblant de les regarder dans les yeux, mais en réalité, vous êtes en train de regarder quelque part sur leur visage et non pas sur leurs yeux. Et en même temps, je reviendrai par vous dire que l'étape de préparation est une étape capitale pour une bonne intervention face à un auditoire. C'est pratiquement 50% d'une présentation réussite. Ajoutez à quelques techniques qui nous permettent une bonne gestion de stress, à l'exemple de la fameuse respiration abdominale. Faites bouger vos mains, faites bouger vos pieds, déplacez-vous dans la salle d'audience. Tout cela permettra d'évacuer tous les symptômes de stress qui deviennent de plus en plus apparents en position d'inertie, n'est-ce pas, Yazid? C'est tout à fait ça. D'ailleurs, je pense que la réponse joint la question aussi de Ahmed Kram. Comment peut-on influencer
l'interlocuteur lors de la prise de parole. Je pense que c'est la même chose. D'ailleurs, dans le troisième registre, le deuxième registre, là où on doit utiliser une communication positive. C'est là où vous pouvez influencer. Je pense que vous voulez dire influencer de manière positive. Faites-les impliquer et incitez-les surtout à poser des questions. Si tel est le cas, ils seront emballés de manière positive à contrôler avec vous l'animation à l'exemple d'une formation proprement dite. Et essayez d'être positif et plus encore, essayez de connaître votre public en amont. Déjà en amont, si vous connaissez votre public, vous saurez au moins quels sont les centres d'intérêt qui pourraient éventuellement les faire bouger positivement. N'est-ce pas, Sophia? Excellente intervention de Yazid. D'ailleurs, ce n'est un secret pour personne que la communication dégage ce pouvoir d'influence. N'oubliez surtout pas que la communication, avant tout, c'est un échange entre un émetteur et un récepteur. Donc, faire impliquer votre auditoire, comme le disait Yazid, est quelque chose d'important. Je reviens avec une autre question de M. Ammar. C'est comment faire pour contrôler un public qui vous met mal à l'aise. Alors, la question est pertinente, comme toutes les autres d'ailleurs. Donc, sachez une chose, c'est qu'un participant peut être scindé sur deux volets. Il peut être actif ou passif. Il peut être pour ou contre vos idées. Là, dans le cas que vous évoquez, c'est un participant actif et contre vos idées. C'est là où ça rend les choses compliquées parce qu'il s'agit d'un leader négatif. N'oubliez pas une chose, Ammar. Face à un leader négatif pareil, donc pratiquez quelques techniques, comme par exemple le prendre en aparté lors des pauses. Remettez ces questions et ces interventions à plus tard. N'oubliez jamais qu'il faudrait rester dans le contexte. Donc, si vous trouvez que ces questions ou ces remarques sont hors sujet, n'hésitez pas à le faire. Surtout lorsque vous animez, essayez d'éviter son regard afin qu'il ne soit pas, visé. Ça, c'est quelques questions pour monsieur. Additivement à ce que dit Sofiane, essayez d'être assertif avec lui et plutôt argumenter avec des faits. Argumenter avec des faits et que vos arguments soient plutôt convaincants. Et ne répondez pas de manière à susciter le doute. Si vous n'avez pas les réponses, vous pouvez différer la réponse et vous dites qu'on laisse cette question pour plus tard, pour que je puisse vous répondre de manière plus efficace. Et c'est tout. N'essayez pas de réinventer la roue. Dans l'animation, il y a des moments pareils et ça peut se gérer avec assertivité, je vous l'assure. Alors, une autre question de Mme Fatiha. Donc, la question est quels sont les gestes à éviter. Donc, pendant une prise de parole en public, ben, je vous répondrai autrement. Donc, je vous dirais que les gestes à adopter lors d'une intervention en public, c'est les mains ouvertes, les paumes dirigées vers le haut, ne jamais croiser les bras, ne jamais mettre vos mains dans vos pantalons et en même temps, déplacez-vous le maximum et ne restez pas en inertie. Il est aussi conseillé d'éviter de pointer du doigt un participant avec ce geste. Donc, il existe plusieurs postures à éviter, mais ces postures relèvent essentiellement du non-verbal, donc de la gestuelle. Alors, d'autres questions, comment pouvons-nous sauter d'une idée à une autre sans perdre l'enchaînement? Bien, là, ça nous ramène directement vers la quatrième et dernière étape dont on parlait, qui est le registre mental et qui soulève essentiellement le volet préparation.
Bien évidemment, pour garder le fil, il est idéal de le répéter le plus que possible. Donc, si vous voyez et si vous pensez ou si vous avez peur de perdre le fil dans vos interventions, rien n'empêche à garder un petit brouillon devant chez soi, histoire de garder le fil. Yazid? Comment pouvons-nous sauter d'une idée à une autre sans perdre l'enchaînement? C'est ce qu'on appelle la perte. Alors, la perte des mots ou langage. Alors, ça c'est une excellente question. Donc, si jamais lors d'une intervention, vous perdez justement le fil et vous perdez les mots. Donc, encore une fois, gardez à l'esprit que ce genre de cas arrive souvent. Et n'hésitez pas dans ces moments, je dirais, vides, d'impliquer votre auditoire tout en étant le plus naturel possible. Donc, rien n'empêche à partager ce ressenti et ce vécu avec votre auditoire. Par exemple, j'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire. Est-ce que quelqu'un pourra me le rappeler? Et en attendant, je vais vous raconter une petite blague. Par exemple, il y a toujours moyen de contourner ces obstacles qui existent et qui existeront toujours et qui ont toujours existé. Mais n'oubliez pas la touche humoristique et encore une fois, comme le soulevait Yazid, n'oubliez pas de faire participer votre auditoire le plus possible. C'est une idée de répondre à une question, déjà. Alors, pour la question, comment peut-on, pourra-t-on contrôler une provocation? Donc, une présentation face à un auditoire n'est pas un face-to-face, encore une fois. Si vous voyez que parmi votre auditoire, vous avez un leader négatif, mieux vaut faire appel à votre public et le gagner, histoire qu'ils seront de votre côté pour essayer d'étouffer les interventions de ce leader négatif. Autre interrogation, Yazid? Voilà, Ahmed Adala pose une question. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir le trac et le stress lors d'un commencement d'une intervention? Merci d'avance. Bon, si c'est normal, c'est plutôt parfait. Et on a tendance à dire que, gardez à l'esprit, monsieur Ahmed, la loi des 4 fois 20. Sachez que les 20 premières secondes sont pertinentes dans une intervention. J'ai pu vous répondre que, même pour le public le plus aguerri, les premières secondes sont extrêmement dures. Maintenant, si vous arrivez à gérer le trac pendant ces moments et vous soignez le début, eh bien, on a le plus, n'est-ce pas, Yazid? Tout à fait. Il y a Amrani Abbasiya. Si nous avons des vidéos pendant notre présentation, comment réagir pendant le passage de la vidéo? C'est clair, si vous passez des vidéos à titre informatif, indicatif ou formatif, laissez les participants réagir à cette vidéo. Le but, il est pédagogique. Si vous avez choisi une vidéo dans la formation, c'est qu'elle a un objectif bien précis. Participants réagir à vos vidéos et vos illustrations. D'accord? Alors, encore une intervention de Madame El-Mouattez, ou Monsieur El-Mouattez, pardon. Donc la question est: bonjour messieurs, je vous sollicite pour me donner une solution pour la perte de langage et de terminologie lors d'une discussion ou d'une prise de parole devant un public. Si on aura à répondre à cette interrogation, c'est plutôt Monsieur El-Mouattez sous format de conseil. On vous conseillera vivement d'utiliser lors de vos interventions la langue avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Et choisissez des phrases simples, courtes, compréhensibles par tout le monde. Et faites les choses le plus simple et le plus... Là où comme vous vous sentez à l'aise. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus difficile que de parler
facilement. Exactement. Tout ça. Comment La question? Sofiane, bonjour. Alors, question de Monsieur Sofiane Benamar. Bonjour. Comment avoir le dessus sur certains interlocuteurs réfractaires à notre discours? Alors, on le disait tout à l'heure, Sofiane. Donc, un participant peut être classé sur deux volets, actif ou passif, pour ou contre vos idées. Si vous voyez que parmi la présence, vous avez un interlocuteur réfractaire, comme vous dites, à votre discours, eh ben, ce n'est qu'un participant après tout. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de faire participer votre auditoire et d'avoir un support nécessaire afin de pouvoir être plus en force, je dirais. N'est-ce pas, Yazid? Bien sûr, demandez l'avis du reste du groupe. Faites-les participer et qu'ils donnent leur avis par rapport aux propos réfractaires de ce participant. Et ça va les faire un petit peu, ça va créer de la concertation et c'est amusant dans une formation ou autre, de créer cet engouement et cette concertation de tout un chacun. Encore une question, non? Est-ce que... Oui. Est-ce qu'il est conseillé à l'intervention Est-ce qu'il est conseillé à l'intervention d'ajouter un peu d'humour à sa présentation pour garder le public concentré sur l'intervention? Bien, tout dépendra du contexte, monsieur Moucha. Je pense que être audacieux et utiliser une touche humoristique dans une prise de parole face au top management ou voire face à un membre de jury avec un impact, une intervention à impact, là c'est un petit peu risqué. Mais sinon, il est toujours possible d'utiliser l'humour quand on perd le fil ou quand on est pris au dépourvu et qu'on vous pose une question à laquelle vous n'êtes pas prêt. Bon, histoire de trouver les mots et de pouvoir vous recadrer, vous pouvez toujours utiliser le mot. Il y a Benamar. Allez, vas-y. Dans le cas où vous vous présentez devant les jurés, et s'ils ne vous posent pas une question qu'on n'arrive pas à répondre, comment on peut gérer ça? Donc, la question de Madame Souad est que si jamais on nous pose une question à laquelle on n'a pas de réponse, et dans sa question, elle a cité un membre du jury, ce qui nous laisse penser qu'elle parle de soutenance. Eh bien, Souad, je vous pose une question. Êtes-vous obligé d'avoir réponse à toutes vos interrogations? Eh bien, si vous n'avez pas la question, mieux vaut être, la réponse, mieux vaut être honnête et répondre ainsi. Tout à fait. Nassim Saadi pose pratiquement la même question. Bonjour, je voudrais bien savoir comment se comporter quand... C'est la première fois face à un jury. Face à un jury, s'il s'agit d'un mémoire ou d'un exposé, c'est clair qu'il faut que vous vous prépariez suffisamment. Et personne ne maîtrise le sujet mieux que vous, parce que c'est votre mémoire. C'est votre mémoire, c'est votre travail. De un, de deux, essayez d'anticiper les questions susceptibles. Comme ça, vous allez aussi anticiper les réponses. Et travailler votre Exactement, argumentaire surtout. En trois, les jurys, c'est pas des monstres ou quelque chose, c'est des humains qui veulent, c'est des gens qui veulent, ils veulent deux choses. Ils veulent en premier savoir plus, en deux, ils veulent savoir si vous savez aussi ce que vous dites. Donc, dans les deux cas, soyez confiants en ce que vous faites et je pense que tout ira bien.
n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à Connexion. connexion. Vous avez un problème de connexion. Ça va bien. Ça va bien. Alors, désolé pour cette petite déconnexion. Donc, on voulait vous dire que n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. À ce stade d'apprentissage, il n'y a pas de questions bêtes ou de questions intelligentes. Alors, question de Monsieur Najib. Ma voix influence toujours Mes mes présentations. Comment peut-on avoir une voix grave et forte? Alors, question de Monsieur Najib. Comment peut-on avoir une voix grave et forte? Donc, je pense que Najib fait allusion au timbre de la voix. Donc, c'est le timbre de la voix qui fait que la voix est grave ou aiguë. J'ai envie de vous dire, Monsieur Najib, que le timbre de la voix dépend directement de la morphologie des cordes vocales. Donc, la longueur et l'épaisseur des cordes vocales. Il est très difficile d'ailleurs de travailler ce volet-là. Sinon, c'est peut-être juste, j'ai envie de vous dire, une impression. Et ça peut jouer, le fait d'avoir une voix grave peut jouer en votre faveur. Yazid. Je pense qu'on a fini avec les questions. Les questions. Ici. Alors, on va prendre une dernière question. Nassim Saïdi dit, et si on ne pose pas une question dont on n'a pas de réponse. Ah ben, on a répondu à cette question. Si vous n'avez pas de réponse, il n'y a pas de mal de dire que je diffère la réponse de cette question pour plus tard. Comme ça, je répondrai juste. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas tout savoir et il n'y a pas de mal. Je vous assure. Soyez naturel. Même quand vous prenez la parole devant un public un petit peu que vous croyez difficile. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, merci à l'intérêt que vous avez porté à ce sujet, d'ailleurs, qui est exprimé à travers toutes vos interrogations, aussi pertinentes les unes que les autres. Et d'ailleurs, pour rester dans le thème, nous avons jugé utile et intéressant à la fois de partager avec vous le témoignage d'un de nos collègues d'ailleurs, qui a bénéficié dans le cadre de la Jazzy Academy d'une formation sur la prise de parole en public. Donc, j'invite M. Malek, Abdel Malek, à partager avec nous son témoignage. Bonjour, je me présente, Abdel Malek Cherigui, responsable d'un centre de service Jazzy. De ma part, de mes fonctions précédentes, je n'ai pas évoqué le besoin ou ressenti le besoin particulier de travailler à ma façon de parler, à m'adresser à un public, ou là où j'étais appelé à d'autres fonctions de responsabilité, j'étais amené à m'exprimer, à prendre la parole en public, tels que des briefings, des réunions, des briefings d'union, d'équipe, des réunions, etc. Donc j'ai constaté que l'exercice n'était pas très simple. Il a fallu non simplement faire attention à ce que je dis et prendre en considération la dimension physique de la chose, à savoir travailler son comportemental qui doit être en parfaite harmonie avec le discours. La chance m'a été donnée, grâce à Jazzy Academy, d'assister à une formation abordant cette thématique. C'est là où j'ai pu avoir réponse à plusieurs de mes interrogations relevant du savoir-faire et savoir-être. Cela m'a permis d'aborder la situation face au public avec plus d'aisance. Voilà, merci. Merci Malek. Eh ben, avant de conclure, avant la conclusion, je vous propose qu'on puisse résumer tout ce qui a été dit dans ce webinaire sous forme de conseils. Eh bien, le premier conseil que je vous adresse, et retenez-le, c'est que vous soigniez le début de la prise de parole en public et pour que vous puissiez capter l'attention.
en deux, répétez, mais pas deux fois de la même manière. Souvenez-vous que le meilleur des professionnels, à ce titre, peut apprendre quelque chose à chaque fois qui se produit en public. En 4, soyez attentifs aux réactions des autres, des gens qui sont en face. Invitez-les surtout à poser des questions. Fixez les règles du jeu en amont. Trouvez plus d'exemples et d'illustrations pratiques possibles. Souriez souvent, comme moi d'ailleurs. Et soignez surtout la fin, vous allez laisser des impressions très agréables. Avant la fin, on vous a dédié un petit sondage sous forme de questions. Je vous invite à y répondre. Votre avis nous intéresse. Et à la fin, je remercie tout le monde. C'était fortement agréable de partager ces moments avec vous. Et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire avec Jay-Z Academy. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.